Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Donc bienvenue dans le cadre de cette 10e séance, donc la séance numéro 10, de la matière Introduction à l'étude de droit, destinée aux étudiants de la première année de droit, faculté de droit de Fès, et bien sûr le groupe 1 et 2, c'est un module que je partage avec le professeur Salahdine Matzouk. Donc cette 10e séance sera consacrée, comme déjà prévu, à la question de l'interprétation des textes, ou l'interprétation des lois. Alors ici, diverses hypothèses peuvent se présenter dans cette partie, dans ce chapitre. Donc diverses hypothèses peuvent se présenter dans lesquelles il apparaît nécessaire de procéder à une interprétation du texte en vigueur et en vue de l'appliquer à la situation considérée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'application de la loi par les tribunaux suppose que le texte est clair et précis, parce que c'est les tribunaux qui appliquent les textes. Et il arrive qu'un texte porte de l'équivoque, l'oups, et d'où la nécessité de l'interpréter. Je peux même commencer par un exemple. L'exemple que je peux vous donner est l'exemple donné par l'article 77 du DOC marocain. D'ailleurs, des obligations et contrats, le Code civil marocain. Le DOC, dans son article 77, nous dit « Toute personne est responsable du dommage matériel ou moral causé à autrui ». À première vue, le texte est clair. Non. Il faut l'interpréter. Il y a une ambiguïté. Le texte parle de la réparation des dommages moraux. Mais comment on va le réparer? Est-ce qu'on va le réparer, ce dommage moral, darar ma'nawi, réellement ou symboliquement? Là, le juge, le tribunal, doit procéder à l'interprétation de ce texte. C'est pourquoi la règle de droit étant, par définition, une règle, comme on a déjà vu, générale et impersonnelle. Elle est souvent conçue en termes généraux, comme on vient de voir, et parfois assez vague. Il faudra alors dégager la véritable signification du texte et de s'interroger sur la volonté du législateur ou l'esprit du législateur. Ainsi, on peut dire que tous les textes, quelle que soit leur origine, peuvent donner lieu à interprétation. Mais dans la pratique, il s'agit souvent, ou le plus souvent, des lois qu'on trouve ambiguës ou des lois, des articles qui portent de l'équivoque, qu'il faut lever bien entendu. Donc, dans un premier point, pour vous expliquer la question de l'interprétation des textes, dans un premier point, je préfère discuter avec vous les autorités compétentes en matière d'interprétation, ou les organes d'interprétation. Les autorités compétentes en matière d'interprétation, ou on peut parler aussi des organes de l'interprétation. D'abord, dans un premier point, l'interprétation d'un texte ou des lois peut être faite par le Parlement. Ce que je veux dire par là, c'est que le législateur, Moucharri', s'autorise parfois, par une loi interprétative, à préciser le sens antérieur qui pouvait paraître, ou qui pouvait, je dirais, paraître ambigu ou obscur. En conséquence, cette interprétation s'impose aux tribunaux et s'applique rétroactivement à la date de la loi interprétée. C'est ce qu'on a vu dans la séance précédente. On a dit, je vous rappelle, qu'on a vu que parmi les exceptions dont souffre le principe de la non-rétroactivité de loi, l'exception selon laquelle la loi nouvelle est une loi interprétative d'une loi antérieure. Cette loi interprétative va s'appliquer, va rejoindre la loi mère depuis la date de son entrée en vigueur. Cette technique de la loi interprétative, comme vous le savez, est souvent utilisée, j'ai dit, pour surtout redresser l'interprétation faite de la loi par la jurisprudence. Et bien sûr, une interprétation qui serait toujours conforme
à l'esprit du législateur. Donc voilà le premier organe chargé de l'interprétation d'une loi, qui est le Parlement, qui peut le faire par un texte interprétatif. Deuxième organe, deuxième autorité compétente pour interpréter une loi, c'est l'interprétation des textes par le juge, le qadi. Vous savez que les solutions jurisprudentielles jouent un rôle essentiel dans l'interprétation de l'évolution du droit. D'ailleurs, vous savez très bien que la jurisprudence est une source indirecte du droit. Et je vous rappelle que la jurisprudence signifie l'ensemble des décisions émanant des différents tribunaux du pays. Et dans la jurisprudence, on trouve souvent deux types de décisions. Des décisions d'espèce, des décisions de principe. Un jugement d'espèce, un jugement de principe. Mais le jugement de principe est la valeur de la règle de droit. C'est un jugement qui consacre une interprétation ou une règle qui va servir de règle de droit pour toutes les affaires semblables à venir. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les solutions jurisprudentielles jouent un rôle essentiel dans l'interprétation de l'évolution du droit. C'est-à-dire que les différentes juridictions du royaume appliquent la loi en permanence dans les affaires qui leur sont soumises. Ainsi, le juge doit d'abord procéder à l'analyse et à l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires. Reste à préciser que cette interprétation jurisprudentielle n'a qu'une portée relative. Ce que je veux dire par là, c'est que cette interprétation jurisprudentielle produit tous ses effets, mais dans le cadre d'une instance donnée et pour résoudre un litige spécifique. Mais il est donc fort probable que d'autres juridictions interprètent autrement un texte dans un procès ultérieur posant les mêmes questions. Autrement dit, ce que je veux dire par là, l'interprétation jurisprudentielle, aussi concrète et fonctionnelle qu'il puisse être, il ne lie pas les autres juridictions, comme c'est le cas dans d'autres pays, ce qu'on appelle dans le système de common law, dont on a déjà parlé. En revanche, les arrêts de principe, notamment dont j'ai parlé tout à l'heure, la jurisprudence de la Cour de cassation, bénéficie tout de même d'une place à part. Et les solutions émises par cette Cour de cassation peuvent avoir une portée générale sans être obligatoires en raison du fait qu'elles se trouvent au sommet de la hiérarchie judiciaire. Et là, je reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure à propos de l'article 77 du DOC, de Daïr des obligations contrat, où la question de la réparation du dommage moral doit être réelle ou symbolique. C'est un arrêt de la Cour de cassation, toute chambre réunie, qui a décidé au Maroc, et ça a presque maintenant valeur d'une loi, que la réparation de du dommage moral au Maroc doit être réelle et non symbolique. C'était dans un arrêt de la Cour de cassation à propos de l'affaire Mehdi Zaidi contre la régie autonome de transport urbain de Tanger, un arrêt qui est publié dans la revue Marocain de droit de 1986. En troisième lieu, le texte juridique, un texte juridique ambigu ou obscur, peut être interprété aussi par la doctrine. Je vous rappelle que la doctrine signifie l'ensemble des opinions émises par des juristes. Les professeurs universitaires, les juges, les notaires, les avocats, etc. On appelle ça des juristes. Et le tout constitue ce qu'on appelle la doctrine. Alors, la doctrine peut être définie, donc, comme je viens de dire, comme l'ensemble des opinions publiées par la communauté des juristes. Ces opinions peuvent porter notamment sur l'interprétation de la règle de droit. Mais, je dirais, même si la doctrine n'est pas, au même titre que la loi ou la coutume, une source officielle du droit, il est certain que les réflexions des juristes participent à la formation
à l'interprétation et à l'évolution du système juridique. Ce que je veux dire par là, c'est que les opinions émises n'ont certes qu'une portée limitée, mais le débat qu'engendre une question donnée est lui-même, ce débat, important et enrichissant, et il peut servir, bien sûr, à la construction et l'évolution d'une règle de droit et aussi à l'interpréter. Il peut même mener jusqu'à orienter le législateur au stade de l'élaboration des textes ou les juridictions au niveau de l'interprétation des règles de droit. Voilà ce qu'on peut dire sur les organes ou les autorités compétentes pour interpréter une loi ambiguë ou une loi obscure. Le Parlement, le juge ou le tribunal et la doctrine. Maintenant, qu'en est-il des règles d'interprétation ou les méthodes d'interprétation, les règles d'interprétation. Alors les règles à appliquer en matière d'interprétation ont été progressivement dégagées par la pratique, par ce qu'on appelle l'expérience, mais aussi, surtout par la doctrine, qui a proposé des méthodes, manahij, tafsir, des méthodes d'interprétation, et on oppose à cet égard deux grandes écoles en matière d'interprétation. L'école de l'exégèse et l'école de la libre recherche scientifique. Deux écoles, l'école de l'exégèse et celle de la libre recherche scientifique. Premièrement, l'école de l'exégèse, l'école de l'exégèse. L'exégèse est la science qui consiste à établir, selon les normes de la critique scientifique, le sens d'un texte ou d'une œuvre littéraire. C'est-à-dire que pour l'école de l'exégèse, l'interprétation d'un texte, ou l'interprétation d'un texte consiste à en rechercher le sens. L'étude doit donc être menée sur le texte lui-même. Cette école s'est développée à la suite de la promulgation, je dirais, des premiers codes réalisés par Napoléon dans différents domaines de droit privé, spécialement après la promulgation du Code civil français de 1804, qui a longtemps été considéré comme un monument de la raison. D'où, en cas d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, l'importance attachée à la recherche du sens du texte est capitale. La principale préoccupation de l'interprète consiste à rester près du texte, même de la loi. Contrairement à la présentation qu'on est faite. La méthode exégétique ne sera même pas uniquement à l'interprétation littérale du texte, mais elle tend également, au-delà de la lettre du texte, à rechercher l'intention ou l'esprit du législateur et à faire prévaloir l'esprit de la loi sur la lettre du texte. Et en cas d'obscurité d'un texte, toute une série de techniques ont été mises au point pour cerner le problème. C'est-à-dire, les interprètes font appel aux ressources de la grammaire, à l'histoire du droit et surtout aux travaux préparatoires qui ont précédé et accompagné l'élaboration de la loi et qui sont publiés au bulletin officiel. On peut résumer de façon claire et précise la méthode exégétique, donc, comme sous forme d'une méthode d'interprétation de la loi dont le principe est de rechercher ce qu'a voulu dire l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte, des travaux préparatoires et de l'objectif général de la loi, d'en dégager le sens d'après l'intention du législateur afin d'en régler la portée, de manière à appliquer la règle
dans la plénitude de sa raison d'être, et en faisant au besoin prévaloir l'esprit sur la lettre. Si la loi se révèle insuffisante ou présente des lacunes, l'interprète utilisera tous les procédés de raisonnement logique, l'analogie, les arguments a contrario, a fortiori, raisonnement systématique, etc. Il y a plusieurs méthodes sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de séances interactives. Le déclin de cette école de l'exégèse, parce qu'il a connu un déclin, est dû au fait du vieillissement des textes soumis à interprétation et qui n'ont pas été renouvelés ou mis à jour. Les critiques soutenaient qu'il était absurde de rechercher la volonté du législateur au moment où il a élaboré le texte pour régler des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui n'avaient pas pu être imaginés à cette époque. Voilà pourquoi l'école exégétique ou la méthode exégétique a connu un déclin. Et en laissant le terrain pour une deuxième école qui est l'école de la libre recherche scientifique. Donc là, maintenant, on va parler de la deuxième école qui a procédé qui a mis en œuvre des règles, des méthodes d'interprétation qu'on appelle la méthode de la libre recherche scientifique. Un auteur qui s'appelle, juriste français qui s'appelle Génie, a élaboré cette méthode d'interprétation qui repose sur la libre recherche scientifique. Selon cette méthode, lorsque le texte ou lorsqu'un texte présente des lacunes, ou si le législateur n'a rien prévu, il n'a donc pas pu avoir d'intention afin de régler une situation nouvelle, il n'y a plus alors matière à interprétation puisqu'il n'y a pas de texte régissant la situation. Or, il faut combler le vide juridique par une libre recherche scientifique de la meilleure solution. Un pouvoir créateur de droit est alors reconnu au juge qui devra créer la solution au problème juridique à lui poser. Du moins, lorsqu'aucun texte ne peut servir de base à son raisonnement. Cependant, le juge doit toujours s'attacher au contexte de l'époque à laquelle il statue, avant de poser la règle qui semble la plus adéquate aux besoins actuels. Certes, il ne faut pas chercher la volonté du législateur pour régler des situations auxquelles le législateur n'a pas pensé ou n'a pas traité de manière, je dirais, artificielle. La loi ne peut pas tout régler avec précision. Donc, il appartient à l'interprète de rechercher la meilleure solution adaptée au contexte social, économique de l'époque. Au Maroc, on doit dire que le juge n'a pas de pouvoir normatif, toutefois, il s'efforce toujours à trouver la solution d'un litige en se fondant sur un texte, quitte à l'interpréter de manière très extensive, afin qu'il soit mieux adapté au contexte social, économique et psychologique de l'époque. Autrement dit, pour terminer, procéder à une interprétation très large d'un texte, de même, je dirais que le juge marocain, à l'instar du juge français, fait appel aux principes généraux du droit, s'il n'existe aucune règle de droit pouvant régir une situation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le juge doit trouver la solution au problème posé par tous les moyens, sinon il risque d'être poursuivi pour ce qu'on appelle un déni de justice, inkar al-adala. Voilà ce qu'on peut dire sur l'interprétation des textes, que ce soit au niveau des organes d'interprétation, qui sont, comme on a dit, le Parlement, le juge, et même, je dis, les organes, c'est les tribunaux, le Parlement, même
la doctrine. Et bien sûr, il y a aussi, après, on a vu ce qu'on appelle les méthodes d'interprétation, ces méthodes, ces règles d'interprétation qui ont été forgées, mises en place par deux grandes écoles, l'école de l'exégèse et l'école de la libre recherche scientifique. Et là, on arrive à la dernière étape dans le processus d'élaboration et d'application d'une loi, qui est l'époque de la phase finale, qui est celle de l'abrogation de la loi. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes étudiants que le cycle de vie d'une loi ressemble à celui d'un être humain. C'est-à-dire que l'être humain, avant de naître, il se prépare dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Pour la loi, on dit c'est la période de la jeunesse, de la loi, la préparation de la loi, les travaux préparatoires. Après l'être humain né, on dit c'est l'adoption de la loi. Après, l'être humain va naître un certain temps, on appelle ça l'application de la loi. Un jour, l'être humain doit mourir, et là, on parle de l'abrogation de la loi. Ilgha al-Qanun, l'abrogation de la loi. Alors, d'abord, avant d'entamer ce chapitre, qui est le dernier dans la phase de l'application de la loi, je dois vous dire que il ne faut pas confondre l'abrogation de la loi et l'annulation de la loi. L'annulation de la loi. Ilgha al-Qanun wa ibtal al-Qanun. L'annulation de la loi, c'est un procédé, je dirais, dangereux, qui peut être source d'un désordre social. Parce que quand une loi est adoptée, et après on décide de l'annuler, c'est mauvais pour le pays. C'est pourquoi, je dirais pratiquement, une loi ne fait jamais objet d'une annulation, pour éviter le risque de désordre social. En revanche, l'abrogation est toujours utilisée dans les différents systèmes juridiques. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'abrogation d'une loi? L'abrogation de la loi est la suppression. La suppression par une nouvelle disposition d'une règle de droit qui cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir. Je répète, la suppression par une nouvelle disposition d'une règle de droit qui cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir. L'autorité compétente pour l'abrogation, je dirais, les textes étant soumis à un principe hiérarchique. On a déjà parlé de ça, la hiérarchie. Donc les textes étant soumis à un principe hiérarchique, ce même principe se retrouve en matière d'abrogation. Il s'ensuit, par exemple, qu'une loi ordinaire ne peut être abrogée que par une loi ordinaire ou par une loi supérieure. Il s'agit de la même autorité qui a l'habilitation d'adopter un texte, de lui retirer par la suite sa force obligatoire et le remplacer par un nouveau texte. En conséquence, au cas où une loi devient caduque, puisque sans objet, ou un règlement autonome ne peut être abrogé que par un autre règlement autonome. Alors, les formes de l'abrogation, dans la pratique juridique, on parle d'abrogation lorsqu'un texte nouveau vient mettre fin à l'application du texte ancien. Cette abrogation, donc, peut être expresse, sarih, ou tacite, c'est ce qui découle de l'article 474 du DOC, du Daïr des obligations contrats, selon lequel les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures lorsque celles-ci l'expriment formellement ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure. Fin de l'article 474 du DOC. Donc, l'abrogation peut être donc expresse, c'est-à-dire lorsqu'il figure en toutes lettres dans le texte nouveau, généralement sous une formule, je dirais type,
les articles numéro tel et tel ou du code tel sont abrogés. Là, la loi le dit expressément. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'abrogation expresse, c'est lorsque un texte, dans un article, le texte nouveau, dans un article prévoit le texte abrogé ou les articles abrogés. Après, nous avons l'abrogation tacite, l'ilgha ad-dimni. Dans ce cas, l'abrogation tacite, on la trouve dans le cas où, en dehors de toute abrogation formelle, expresse, un texte se trouve contredit par un autre plus récent. Les deux textes étant inconciliables. On va bien, évidemment, privilégier le plus récent, dont on considérera à juste titre qu'il reflète la volonté du législateur. Ainsi, on peut en déduire que la loi récente a abrogé de manière implicite le texte ancien. Donc, je dois dire quand même que l'abrogation tacite est rarement totale. Il n'opère en effet que dans la mesure où il y a véritablement une incompatibilité absolue entre les deux textes. À cet égard, si les deux lois ont le même domaine et sont incompatibles, alors il y a abrogation tacite totale de l'ancien texte par le nouveau texte, bien entendu. Or, si le texte ancien édicte une règle générale, alors que le texte nouveau ne le contredit que par une règle spéciale, en principe, on considère que la règle générale subsiste et qu'il lui est simplement apporté une exception par le texte nouveau sur le plan particulier visé. La règle spéciale déroge à la règle générale. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le texte ancien édicte une règle spéciale alors que le nouveau pose un principe général contraire, il peut y avoir hésitation. Ayant un domaine plus large d'application que celui de la loi ancienne, les dispositions de celle-ci continuent de s'appliquer en tant qu'exception au texte général. Donc, on privilégie le maintien de la loi spéciale antérieure comme exception au principe nouvellement posé, sauf si le législateur exprime clairement son intention d'abroger la loi ancienne. Et pour terminer, la question de l'abrogation de la loi, il y a une question qui se pose et qui est la suivante. Peut-il y avoir une abrogation de la loi par désuétude? Le fait qu'une loi ne soit pas appliquée pendant de nombreuses années ne vaut-il pas abrogation par désuétude? En droit marocain, l'article 475 du OC dispose que la coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi lorsqu'il est formel. Donc, les lois, surtout les lois impératives, restent en vigueur même s'ils ont cessé de s'appliquer depuis un certain temps. Ainsi, une loi ne peut être abrogée par une autorité compétente. Il ne cesse pas, je dirais, de s'appliquer. Donc, pour terminer, on doit dire que même si la loi n'est pas respectée par les citoyens et par l'administration, elle reste quand même en vigueur. Le jour où on va le mettre en œuvre et l'appliquer, on peut l'appliquer bien entendu. Donc je vous donnerai des exemples des situations juridiques où lorsqu'on trouve au Maroc, la loi est tombée en désuétude, ou est abrogée par désuétude dans les séances interactives. Je vous remercie pour l'attention. Et comme on est pris par le temps, je dois arrêter de suite. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour la 11e séance, Inch'Allah. Merci.